précédente, on parlait des 3 stades ou des 3 niveaux de prévention de maladies et de vieillissement de façon générale. On a établi qu'on veut d'abord cesser l'accélération du vieillissement, c'est-à-dire arrêter de faire les choses qui nous détériorent physiquement et psychologiquement plus rapidement et que malheureusement, ces choses-là sont omniprésentes dans notre culture. Ensuite, on a parlé de ralentir le vieillissement. Comment est-ce une fois que on a des bonnes habitudes de vie de façon générale, on se rend dans la cinquantaine, dans la soixantaine, dans nos 70, en bon état, comment est-ce que je fais pour maintenir cet état-là le plus rapidement possible? Puis on a parlé de comment on fait pour renverser le vieillissement, c'est-à-dire quand je vais avoir 90 ans, comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que quand j'ai 90 ans, que je me sente et que je puisse me comporter comme si j'en avais 60. OK? Alors, dans cette vidéo-ci, on parle du point 1, cesser l'accélération du vieillissement. On est parti. Cesser l'accélération du vieillissement, c'est la façon plus fancy, disons, de dire d'arrêter qu'il faut se tirer dans le pied. Ce que tu vois ici sont les causes de décès les plus communes au Canada en 2020. OK? Fait que ça ici, le premier, c'est cancer. Ça, le malignant neoplasm, c'est toute forme de cancer. Ici, c'est maladie cardiovasculaire. Bon, ici, on a COVID, accident cérébrovasculaire. Fait que ça, c'est relié au deuxième. C'est des événements, des incidents cardio, c'est-à-dire circulatoires qui affectent le cerveau. OK? Ça, maladie respiratoire, diabète, des gens qui meurent directement du diabète, ce qui arrive, c'est qu'il y en a très peu parce que le diabète, c'est un symptôme de d'autres choses, alors ça crée souvent d'autres enjeux, surtout maladies cardiovasculaires, comme les deux premiers, naturellement. Fait que c'est plus comme un facteur de risque, mais des gens qui en meurent directement aussi. Maladie d'Alzheimer, influenza, ça c'est ce qu'on appelle la grippe, et pneumonie. Bon, puis ici tu peux lire, le reste, ici en bas, tout en bas, on a suicide. Fait que là, si tu regardes cette liste-là, la majorité, on peut les prévenir. C'est-à-dire, on peut, c'est-à-dire, éventuellement, quelque chose nous emportera, OK? Sauf que la vitesse à laquelle l'âge que tu as lorsque tu contractes une de ces maladies, que ce soit un cancer, maladie cardiovasculaire, si on parle des deux plus importants, est influencé par ce que tu fais. Et comment tu vas réagir et survivre à cette maladie-là est aussi un facteur de l'état dans lequel tu es lorsque tu l'as. C'est-à-dire, c'est pas, si tu es en excellente forme à 95 ans puis que là, tu attrapes un cancer, ça n'aura pas le même effet sur toi que si tu es en vraiment mauvaise forme à 95 ans puis que tu attrapes un cancer. Ça a un effet, ça a un immense impact, l'état dans lequel tu as un immense impact sur ta capacité à passer au travers de la maladie et des traitements qui sont souvent aussi, qui sont aussi très raides souvent, OK? Fait que ce qu'on tente de faire, puis de ce qu'on va parler dans la vidéo ici, dans celle-là ici, c'est comment est-ce que je fais pour diminuer mon risque d'attraper ces maladies-là rapidement. C'est plus ça l'affaire. C'est pas tant de prévenir, tu sais, OK, j'aurai une maladie cardiovasculaire quand j'aurai 200 ans. C'est pas ça. C'est de prévenir, tu sais, au lieu que tu attrapes quelque chose à 65, on aimerait ça que ça soit à 95 à la place. Tu sais, que ça soit le plus loin possible dans le futur et que ta capacité à récupérer de ces maladies-là et de leur traitement soit soit améliorée. OK? Et que la maladie elle-même soit moins difficile à gérer si tu venais à l'attraper plus jeune que ce qu'on souhaiterait. OK? Fait comment est-ce qu'on fait pour arrêter de se tirer dans le pied? Autrement dit. OK? Le point commun de toutes les maladies, de toutes les causes que je viens de montrer dans le graphique précédent, ils ont un point commun. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Autrement, le syndrome métabolique, c'est une concoction, pas une concoction, mais c'est c'est pas une chose. C'est si tu remplis certains critères de point de vue médical, tu as ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Fait que si tu as la haute pression et ou une résistance à l'insuline et ou des triglycérides, c'est-à-dire des gras élevés dans ton sang, et ou une hyperglycémie, voulant dire mauvaise gestion de ta glycémie, c'est-à-dire ta glycémie est élevée, ton taux de sucre sanguin est plus élevé qu'il devrait l'être
en général, c'est-à-dire comme au quotidien, et ou un mauvais profil de cholestérol, on va dire, par exemple, que tu as ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Là, ce que tu remarqueras, c'est que ces 5 affaires-là sont une notion de gestion d'énergie alimentaire. Voulant dire que si tu as une ou plusieurs de ces affaires-là ici, là, dans la petite liste, c'est une notion alimentaire. Là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses génétiques là-dedans. Tu peux être plus ou moins, mettons, dans le cas du cholestérol, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle de l'hypercholestérolémie génétique. Ils doivent prendre des médicaments pour les aider à régler à réguler leur cholestérol dès leur vingtaine. Ils n'ont pas eu le temps de causer tellement de dommages à leur profil lipidique, à leur profil de cholestérol. Ils n'ont pas eu le temps. C'est purement génétique. Ils doivent prendre ces médicaments-là tôt. C'est pas que ces choses-là n'existent pas. C'est juste que la plupart des gens n'ont pas une cause génétique ou l'élément génétique est minoritaire relatif à leur comportement, à leurs habitudes de vie, leurs habitudes alimentaires, etc. Donc, tout ça, c'est lié à ce que tu manges. Lié à ce que tu manges, globalement, tes habitudes de vie. Parce que tout ça, c'est comme relié. Fait que c'est une notion, si on pense d'un point de vue, disons, systémique, c'est une notion de gestion de l'énergie alimentaire. C'est un problème de gestion des gras, un problème de gestion des glucides. OK? La haute pression, c'est une affaire de cœur, fait que c'est une notion de souvent de sel, puis de gras, puis aussi, dans le cas de la haute pression spécifiquement, de mauvaise santé cardiovasculaire, donc de ne pas être très actif physiquement. Résistance à l'insuline, c'est que tu n'arrêtes pas de... Ton insuline, c'est ce qui c'est ce qui permet au sucre dans ton sang de rentrer à l'intérieur des tissus. Alors, plus il y a de sucre, plus tu as besoin d'insuline pour gérer ce sucre-là. Mais si ton niveau d'insuline est constamment élevé, tes cellules deviennent résistantes, c'est ça le mot, à ta propre insuline. Ça veut dire qu'il faut que tu en fasses de plus en plus, puis là, ça devient un problème parce qu'il faut que tu fasses de plus en plus d'insuline. Puis là, ton corps, tes cellules sont de moins en moins réceptives à ça parce qu'ils sont comme habitués, sont désensibilisés d'une certaine façon à ta propre insuline. Fait que c'est un problème de gestion de sucre. Le diabète, en gros, c'est ça. C'est un problème d'insuline qui relève de ça. Triglycérides élevés, ben ça veut littéralement juste dire le gras dans ton sang. Tu as un type de gras et tes gras en circulation libre dans ton sang sont trop élevés. C'est-à-dire que tu manges trop de gras ou globalement, tu as une alimentation trop haute caloriquement parlant. Hyperglycémie, c'est un peu une conséquence de la résistance à l'insuline. Hyperglycémie, ça veut dire sucre. Hyper, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que ton taux de sucre sanguin est trop élevé. Ton taux de sucre sanguin est trop élevé parce que tu n'arrives pas à le gérer, parce que tu es résistant à l'insuline. Fait que c'est l'espèce de cercle vicieux. Mauvais profil cholestérol, ça dit ce que ça dit. Cholestérol étant un type de gras. C'est un mauvais profil, ce qu'on appelle un profil lipidique. C'est un des critères de syndrome métabolique. Fait que c'est globalement l'énergie que tu ingères et la gestion que tu en fais qui cause le syndrome métabolique, qui est le facteur de risque 1 pour toutes les maladies, essentiellement. Je simplifie au maximum, là. C'est le facteur de risque, disons, environnemental, contrôlable, 1 pour tout ce qu'on connaît, pour toutes les maladies qu'on connaît. Okay? Fait qu'au-delà du fait que si tu as le syndrome métabolique, en passant, tu peux être... La plupart des gens qui ont le syndrome métabolique sont obèses, mais pas tous. C'est genre le tiers des gens qui ont le syndrome métabolique ne sont pas obèses. Fait qu'ils ont l'air de l'extérieur d'avoir un poids santé ou peut-être un petit surpoids, mais ils remplissent ces critères-là. Ils sont résistants à l'insuline, tout ça. Puis souvent, ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas de problème apparent au quotidien. Ils vivent normalement leur vie, puis ils sont juste, peu importe, ils ont des 20, des 20, 30, des 20, 40 livres. Alors ils sont en surpoids, un peu, pas trop, mais ils n'ont pas, ça s'extériorise pas. Ils n'ont pas comme un gros problème qui les amène à consulter pour ça, mais ils ont le syndrome métabolique et ils sont donc à beaucoup plus haut risque d'avoir les maladies qui ont été listées plus haut. Fait que là, ce qu'on tente de faire, quand on essaie de passer de la ligne rouge à la ligne bleue, c'est-à-dire de réduire nos risques inutiles d'avoir les maladies, d'avoir différents cancers. En passant, le cancer, j'aurais dû dire ça tantôt, mais je vais le dire ici,
Cancer, c'est un mot vraiment large. Il y a comme beaucoup de sortes de cancers et ce sont essentiellement toutes des maladies différentes. C'est ça, on dit cancer du poumon, puis cancer des os. Ce n'est pas la même maladie. C'est juste qu'ils ont certains comportements similaires, ils ont des racines similaires de point de vue biologique. Alors, on les appelle tous les deux des cancers. Sauf que chaque cancer est comme une maladie différente. Cependant, il y a 4 cancers les plus influencés par l'environnement, par nos comportements, sont cancer du sein, cancer de la prostate, cancer colorectal et cancer du poumon. Cancer du poumon, c'est le plus évident, naturellement. Mais les autres aussi, c'est toutes des... ils ont une grosse portion des facteurs de risque qui sont comportementaux, c'est-à-dire de ce qu'on fait, behavioraux. OK? Fait que tout ça pour dire, on essaye de réduire nos chances d'avoir le syndrome métabolique et, hurrah, c'est pas mal complètement en notre pouvoir de faire ça. Voici comment on fait. Oui, d'abord, pourquoi est-ce qu'avoir le syndrome métabolique, c'est un problème? Comme qu'est-ce que ça fait que mon corps ait de la misère à gérer son énergie? C'est quoi les conséquences de ça? Parce que, mettons, avoir de la haute pression, ça veut juste dire, bon, que ma pression sanguine est élevée. Mais et alors? Et alors, ces choses-là ici, sur la liste. Alors, inflammation. Et alors, débalancement hormonaux, estrogène, IGF-1. IGF-1, c'est une hormone de croissance qui fait croître tout, qui fait croître tes muscles et qui fait croître les cellules cancéreuses. OK? Résistance à l'insuline, comme je viens de dire, parce que ça mène au diabète. Dommage à ton ADN, fait que accélération du vieillissement, littéralement, de point de vue moléculaire, cellulaire. Dommage à ton système immunitaire, donc gestion de dommage à ta capacité à résister aux maladies externes, mais aussi ton système immunitaire est aussi impliqué dans ta capacité à résister au cancer. Parce que des cellules cancéreuses, on en a tous tout le temps. Fait que c'est ton système immunitaire qui fait « Ah, cette cellule-là, pas bonne, out ». Ça, c'est une fonction de ton système immunitaire. Dommage cardiovasculaire aussi. Bon, fait que ton cœur et ton système circulatoire en général fonctionnent moins bien. C'est un syndrome métabolique. Alors ces symptômes-là mènent à ça. Puis c'est ça qui sont en fait les causes, si je peux dire, des différentes maladies énumérées. Il y a 2 slides. OK, bon. Pour cesser d'amplifier nos facteurs de risque, d'amplifier nos risques de maladie, la difficulté est culturelle et non physique. Tout l'enjeu est alors au niveau de la discussion qu'on a avec nos proches. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas difficile d'aller prendre une marche. Physiquement. C'est pas difficile de faire un entraînement sur l'heure du midi. C'est pas difficile de manger du brocoli ou de manger moins de chips. C'est pas que faire ces choses-là individuellement, c'est dur. C'est pas comme « Ah, le brocoli, j'ai la misère à le mettre dans ma bouche ». C'est pas ça le problème. Le problème, l'enjeu, il est culturel, il est social. C'est que si tu es dans un milieu social, que ce soit au travail ou chez toi, tu es avec ta famille, l'enjeu est au niveau du fait que si les gens ne font pas comme toi, ou si tu te décourages, les gens ne sont pas obligés de faire exactement ce que tu fais, mais si tu n'as pas d'encouragement, si tu n'es pas amené, si tu n'es pas un peu, on dit tiré vers le haut par ton environnement social, ton environnement physique, ça rend tout ça pas difficile physiquement, ça rend tout ça difficile mentalement, émotionnellement, de continuellement ramer à contre-courant des gens autour de toi qui gardent les chips dans l'armoire, qui te disent « Oh non, non, on écoute un autre épisode » alors que toi, tu dis que tu allais te coucher. Toutes ces affaires-là. Fait que c'est toute une notion des discussions que tu as avec les gens autour de toi. Alors, si tu veux pouvoir commencer à transitionner vers la ligne mauve, c'est-à-dire aller vers les choses marginales, les découvertes marginales en termes d'anti-vieillissement, mettons, ça commence d'abord avec avoir des discussions avec les gens autour de toi que tu aimerais faire mieux au niveau de tes habitudes de vie parce que, en bout de ligne, puis là, c'est pas un jugement moral. Si tout ça, ça t'intéresse moins ou ça intéresse moins les gens autour de toi, le fait demeure que c'est vraiment plate d'avoir le cancer. Fait que c'est une quête, disons, raisonnable d'essayer, pour bien des gens, peut-être pas pour toi, peut-être pas les gens autour de toi, mais
faut nommer ces choses-là. Accompagner quelqu'un qui a le cancer, c'est pas... Surtout si tu sais qu'elle l'a à cause de quelque chose qu'elle a fait. T'sais, dans un cas très pointu de ça, c'est quelqu'un qui a le cancer du poumon, c'est essentiellement une certitude que c'est parce qu'il a fumé la cigarette. Fait que, on est toujours en ouais plus tard, en ouais plus tard, en ouais, ça serait plate, hein? Je sais qu'il faudrait que j'arrête. Puis souvent, les gens font un peu, ça crée un froid, ça crée un silence quand je leur dis ceci. Pour la majorité des gens qui ont une maladie cardiovasculaire, le premier symptôme, c'est le décès. Parce que ils ont une artère 90% bouchée, mettons, mais ça circule bien encore. Puis à un moment donné, l'artère est assez bouchée que ça cause un problème. Ils ont une crise cardiaque et ils finissent par en décéder 2 jours, 3 jours après parce qu'ils ont un ACV ou quelque chose de cet effet-là. Puis, fait que ça, c'est toute une vie où tu es correct, tu es un petit peu dans le bon point, puis tu es correct, puis tu es dans la mi-soixantaine, 70 ans, puis à un moment donné, tu fais juste t'effondrer devant tes petits-enfants. Je dis pas ça pour faire peur, c'est juste que c'est ça la réalité. C'est ça la vraie vie. Si tu te portes pas attention à ces choses-là, à un moment donné, ça va juste arriver. OK? Fait que c'est des discussions à avoir avec tes proches, avec les gens qui ont une influence là-dessus, direct ou indirect, avec toi, que ça, c'est quelque chose qui est important pour toi et que parce que tu veux pas vivre ou que tu aimerais limiter les chances que tu vives ça rapidement, ce genre d'événement-là. Mais tout cela dit, c'est pas l'objectif de cette formation, atelier, tout ça. C'est juste, il faut que je mette en lumière, il faut que je révèle, il faut que je mette au clair que ça commence avec ça. Si tu n'as pas l'appui des gens autour de toi, ou s'ils ne savent pas que c'est une priorité pour toi, tout ça, ça commence avec ça. C'est seulement une fois que ça, c'est établi, que tu as du support, ou au minimum que tu n'auras pas de friction, d'obstacles, des gens qui pourraient t'en créer, que tu peux commencer à aller aux étapes concrètes suivantes. On est parti. Le sommeil. Le sommeil est une priorité pour 2 raisons. Puis ça, c'est comme propre au sommeil, d'une certaine façon, relatif aux autres choses dont on va parler. Le sommeil, en soi, est absolument nécessaire pour ta santé. Si tu dors pas pendant 3 jours, tu vas littéralement mourir. Comme ça. On torture des gens dans les prisons comme ça, en les empêchant de dormir. OK? Fait que, je sais pas dans les prisons. Mais en tout cas, c'est quoi des films, là, ils font ça. OK? Fait qu'en soi, c'est très important pour la santé, surtout pour la diminution de risque de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives comme l'Alzheimer, comme la démence, ces choses-là. Pour des raisons qu'on comprend intuitivement, si je dors, c'est bon pour mon cerveau de récupérer. Fait que diminution du risque des maladies neurodégénératives. Fait qu'en soi, c'est quelque chose de très important d'un point de vue physique. Mais c'est qu'en plus, quelque chose qui est propre au sommeil, c'est que c'est un axe, c'est la base de laquelle on part pour faire le reste. Si je suis de manière chronique, je suis fatigué de manière chronique, je prends des moins bonnes décisions alimentaires. J'ai une espèce de filtre mental, psychologique, qui me convainc que c'est pas grave, que c'est moins grave de manger des chips au lieu de manger du brocoli. Là, je caricature, là, mais c'est-à-dire, puis on a tous cette expérience-là. C'est juste plus difficile d'avoir de la volonté, puis d'agir de prendre des décisions éclairées si je suis fatigué. Ça va de soi, n'est-ce pas? On le comprend avec des jeunes enfants. Quand ils sont fatigués, ils sont pas eux-mêmes, puis ils font des crises. On a la même chose en tant qu'adulte. OK? C'est juste que ça se décide un peu autrement. OK? Fait que ça, c'est au niveau alimentaire. Puis en plus, tu n'as juste pas l'énergie physiquement pour faire de l'exercice. Donc, au-delà du fait que tu as moins envie de faire de l'exercice, tu as moins d'énergie physiquement pour faire de l'exercice. Et en plus, c'est même si tu t'amenais à le faire, puis à te botter de derrière, puis à faire un gros entraînement, tu vas moins bien récupérer si tu dors moins bien cette nuit-là, puis dans les jours qui suivent. Fait que c'est. Il faut bien manger, il faut bouger, mais ça
il y a la base en tout ça, c'est à l'intérieur de ton niveau de récupération, c'est à l'intérieur de ton niveau d'énergie physique et psychologique, émotionnelle, qui, elle, est déterminée par ton niveau de sommeil. Fait que c'est pour ça que c'est la première chose à adresser, parce que le reste peut pas, justement, c'est pas une bonne base sur laquelle t'appuyer pour te projeter, ça marchera pas. Fait que ça part avec le sommeil. C'est pour ça que c'est le premier item dans Décide. Le sommeil. OK? Fait que ça, si tu regardes ça, c'est que tu m'as entendu ou lu dire ça beaucoup de fois déjà. Sauf qu'il y a pas, on peut pas le contourner. Il y a rien autour de ça. C'est ça et puis c'est tout. C'est comme ça pour le sommeil. Élimine les écrans 60 minutes avant le coucher. Zéro. Pas d'écran. Rien. Tu parles avec quelqu'un. Je sais, c'est wild. Tu parles avec quelqu'un dans l'heure avant ton coucher pour diminuer ton niveau de stimulation. Je parle de stimulation, zéro stimulant PM. Là, tu sais, il y en a qui sont comme, faut que tu arrêtes de boire du café avant 4 heures. C'est pas vrai. La caféine, parce que là, je parle de stimulants, je vais parler de caféine, je vais pas aller dans des trucs qui sont évidemment des stimulants que tu veux pas prendre, genre, une boisson énergisante, là, à 4 heures, tu fais pas ça. Mais dans le cas il y a le café ou du thé, certains thés qui ont de la caféine dedans. La demi-vie de la caféine, c'est 6 heures. Ça veut dire qu'aux 6 heures, la quantité de caféine dans ton sang est coupée de moitié. C'est ça la demi-vie, là, c'est un concept en chimie. Fait que si je bois une quantité X de café à midi, il va m'en rester le quart rendu à 12 heures plus tard. Fait qu'il va m'en rester le quart à minuit. Je répète, si tu as ingéré du café à midi, 6 heures plus tard, il t'en reste la moitié. 6 heures plus tard, il te reste la moitié de ça. Il te reste le quart. À minuit, pendant que tu dors, tu as la caféine qui circule dans ton corps. C'est pas dire que ça va te réveiller, mais ça a une influence sur ta capacité de récupérer. Ça veut dire que si tu bois un café à 4 heures, il te reste le quart de ce que tu as bu, rendu à 4 heures le matin, le lendemain matin. Puis là, tu bois ton café à 6 heures ou à 7 heures quand tu te réveilles. Puis là, c'est une roue qui tourne qui n'arrête jamais. Fait que tu évites, arrête complètement, de vrai, de boire du café en après-midi, au minimum. OK? C'est capable 1-2 cafés dans l'avant-midi. OK? Exposition au soleil, ça aide beaucoup. Ton rythme circadien, fait que ton cycle jour-nuit sur 24 heures, est régulé en fonction du sommeil. C'est juste que nous, on a des lumières artificielles du matin jusqu'à temps qu'on se couche. Sauf que si tu n'avais aucune lumière, puis si tu as déjà fait du camping, tu remarqueras, tu te couches plus tôt. Tu es juste plus fatigué plus tôt parce que ça se régule de point de vue hormonal avec le soleil. C'est le soleil qui est ton réveil matin, n'est-ce pas? Fait qu'exposition au soleil. Quand tu te lèves, tu veux t'exposer au soleil pour dire « Hey, lève-toi, on est le matin, let's go, on est parti. » Parce que ça enclenche, OK, on est le matin, puis il faut que tu enclenches le matin si tu veux aller te coucher le soir, n'est-ce pas? Fait que, exposition au soleil, puis rendu en soirée, dès que tu peux, là, naturellement, il y a une notion de la saison dans laquelle on est. Puis là, en novembre, il fait noir à comme 2h30. Fait que tu peux pas faire ce que je m'apprête à dire, mais éteins tes lumières chez toi le soir. Dès que tu peux le faire. Éteins tes lumières ou baisser le plus possible, parce que bon, tu peux pas t'enfarger quand tu vas aux toilettes, là, mais l'idée, c'est que tu veux minimiser ton exposition à la lumière artificielle dès que possible, puis te laisser ton corps se réguler avec la lumière naturelle qui va venir par les fenêtres. Si tu fermes tes lumières à 6 heures, ou tu les réduis au minimum à 6 heures, à 8 heures, tu dors. On sous-estime ce bout-là, c'est hyper important. Fait qu'exposition au soleil, essaye le plus possible de suivre le cycle du soleil, sauf dans les quelques mots, ça n'a comme aucun sens parce que il fait noir à 5 heures, mais quand même, sur Macron, on est plus fatigué durant ce temps-là aussi. C'est comme ça. Puis, il faut que tu dormes 7 à 9 heures par nuit minimum. Point. Il n'y a pas 6 heures passées. À moins d'avoir une mutation génétique qui... c'est quelque chose comme 1% de la population qui a ça au moins. Il y a beaucoup de monde qui sont comme « Ah, je suis correct à 4-5 heures. » Non. Vous remarquez, il y a plus de monde que 1%. Il y a plus qu'1% du monde que tu connais qui disent qu'ils sont capables d'avoir une bonne journée avec 4-5-6 heures de sommeil. OK? C'est pas le cas. C'est parce qu'ils dorment mal depuis toujours. Ils dorment pas assez depuis toujours, puis qu'ils deviennent habitués à leur état de fatigue. Fait que c'est 7 à 9 heures minimum endormis. Ça, là, ça veut dire que pour bien des gens, ça veut dire 8 à 10 heures dans ton lit.
OK? Parce que c'est pas comme si tu dis, OK, si je me couche à 10 heures, je me lève à 6 heures, c'est 8 heures, je suis good. Sauf que tu t'endors pas la seconde que tu mets la tête sur l'oreiller, n'est-ce pas? Fait que, c'est sûr d'avoir ton 7 heures, ben justement, ça veut dire que tu vas devoir passer 8 heures dans ton lit. OK? Puis là, en passant, là, tous les appareils, ce qu'on appelle les wearables, là, fait que les Fitbit, les Garmin, puis tout ça, peuvent t'aider à te dire, tu as passé combien de temps endormi, tout ça. Puis une Fitbit, là, ça coûte genre 50$ maintenant. C'est pas une grosse affaire. T'sais, juste pour avoir une idée, ça va te dire un petit peu combien de temps tu as passé éveillé, la qualité de ton sommeil, puis là, ça te permet de prendre certaines décisions plus éclairées, mettons, par rapport à ça. De toute façon, c'est pas le but de cette vidéo-ci, c'est juste pour dire, si tu établis tout ça, là, seulement à partir de là, ça vaut la peine de penser au reste. OK? C'est un travail en continu. Des fois, tu t'en bois un café à 2 heures, puis c'est pas comme. C'est pas la fin du monde. C'est juste que il faut que tu en fasses une priorité dans ta prise de décision sur une base quotidienne, point à la ligne. Le vendredi puis le samedi soir aussi. Désolé, c'est comme ça. OK? On continue. L'alimentation. Ce qu'il faut comprendre à l'alimentation, c'est que d'avoir des mauvaises habitudes alimentaires, c'est un facteur de risque pour toutes les maladies qu'on connaît. Mais avoir une excellente alimentation, ça ne donne pas des super pouvoirs. Dans le sens, il faut que tu veux réduire ton risque de maladie, naturellement. Sauf que, tu sais, d'avoir la meilleure alimentation du monde, ce n'est pas ça qui va t'amener à vivre 200 ans. C'est pas ça. C'est ce qui va t'empêcher de mourir à 65. C'est un peu ça la différence ici. Fait en alimentation, pour passer du rouge, quand on parle de cigarette dans le pied, là, passer du rouge au bleu, c'est-à-dire de minimiser mon risque des maladies, le plus possible, des maladies les plus communes qu'on connaît. Fait que tu veux une réduction de tes calories totales, d'alcool, sucre ajouté, gras trans, gras saturé, produits laitiers, gras trans, viande rouge, sel ajouté, grains blancs, puis plus, fruits, légumes, noix et légumineuses. OK? Fait que ça, c'est une ligne directrice, OK? Ça, il n'y a aucune controverse avec ça. Je suis pas nutritionniste, tout ça. Il n'y a aucune controverse avec cette liste-là ici, OK? Parce que dans le cas de l'alcool, c'est toxique, littéralement. Calories, le fait d'être en surplus calorique, c'est lié avec toute cause de décès confondue. OK? Sucre ajouté, le sucre, c'est pas bon pour plein de raisons. Là, je ne pencherai pas là-dedans, mais tu le sais sûrement, sucre ajouté, pas bon, hyperglycémie, etc., résistance à l'insuline. Gras trans, ça donne littéralement le cancer. Le gouvernement, il a donné l'ordre de les enlever. Ça devrait être en date d'enregistrement de ceci. Ça devrait être fait ou bientôt être fait. Là, il n'y en aura plus dans la bouffe tout court. Mais il y a certaines choses qu'on a encore, à cause que ça prend des années de sortir ces affaires-là. Gras saturé, tu fais attention, tu ne peux pas réduire ça à zéro, c'est pas ça l'affaire, mais gras saturé, c'est des gras animaux, généralement. Puis il y en a quelques plantes en contiennent aussi, comme le coco. Fait que, attention au gras saturé. Produits laitiers. J'ai mis gras trans 2 fois. Produits laitiers, c'est lié à presque tout ce qu'on sait de pas bon, à cause que c'est un stimulant d'IGF-1 que j'ai nommé plus haut. La plupart des gens sont intolérants à ça. Puis c'est ça. Viande rouge, même affaire que produits laitiers, dans le sens où si j'en mange trop, production IGF-1, c'est pour ça que c'est comme lié à peut-être toutes les maladies qu'on connaît, souvent. Puis aussi la qualité de la viande qui est un enjeu. Là, je rentre pas ici. La qualité de la viande est un enjeu. C'est-à-dire viande froide, c'est vraiment pire que du chevreuil qui a été chassé par ton oncle, mettons, à cause de la manière dont l'animal a été élevé puis la qualité de sa viande. C'est à l'ajouter pour le cœur. Et grain blanc. Fait que grain blanc, ça veut dire pâte blanche, tout ce qui est blanc, ultra raffiné. C'est comme du sucre, presque. C'est pas tout à fait, là. Mais c'est le même principe. On a enlevé tout ce qui est bon, puis on a gardé le parti glucides, bon pour la santé, pas bon pour la glycémie. OK? Puis ça, ben, c'est tout le contraire, prévention de toutes les maladies qu'on connaît. Légumineuses, je vais mettre l'accent sur légumineuses. On en mange très peu culturellement, OK, en Amérique du Nord. Fais un effort conscient d'ajouter plus de légumineuses dans ton alimentation. Pois chiches, lentilles, haricots blancs, rouges, noirs, etc. OK? Maintenant, là, je te dis, moins de ça, plus de ça. Si on donne des chiffres, là, juste pour t'aider, on fait quoi? 25 grammes par fibre par jour si tu es une femme, 38 si tu es un homme. 1 à 2 grammes par kilo de ton poids en protéines par jour. Ça veut dire, si tu pèses 165 livres, ça veut dire que tu pèses 75 kilos, ça veut dire que tu veux 75 à 150 grammes de protéines par jour. OK? Fait que ça, c'est un exemple.
C'est une grosse différence. C'est passer du simple au double. Ça dépend d'où tu es actuellement et de tes objectifs. Ça dépend de toutes sortes de choses. Je le décris plus en détail dans Décide, puis c'est pas le but de la capsule ici. C'est juste que ça, c'est l'ordre de grandeur. Si tu pèses 65 kilos, fait que 150 livres, c'est genre 65 kilos. Tu pèses 65 kilos, puis tu manges 50 grammes de protéines par jour, nettement insuffisant. Faut que tu montes, faut que tu montes, faut que tu montes, faut que tu montes. OK? En général, là, tu veux, parce que c'est un beau chiffron, là, tu sais, 90 à 100 grammes par jour. Naturellement, comme j'ai dit, ça dépend de trop de choses que dans lesquelles je ne mangerai pas ici. Parce que ça, c'est un bon barème pour commencer à évaluer où est-ce que tu te trouves là-dedans. 4 à 8 tasses de légumes par jour, tous les jours. C'est relié aux fibres, mais c'est aussi, les fibres, c'est un nutriment. Dans les légumes, il y a une infinité de molécules bonnes pour la santé. Fait 4 à 8 tasses de légumes par jour. Point bonnie, c'est du brocoli. Pour des raisons que je vais dire plus tard. 1 à 2 fruits par jour. C'est important les fruits. OK? Il y a des gens qui ont peur des fruits. Fais pas ça. 3 consommations d'alcool par semaine. OK? À partir de 4, de point de vue statistique, tu augmentes tes risques d'essentiellement beaucoup de maladies. L'alcool, c'est toxique. Je suis désolé. Je sais que ça a l'air fou parce que éduque-alcool est comme 3 consommations par jour, c'était une femme, c'est ça. Puis là, 5, c'était un homme ou c'est 2, 3, je me souviens, je sais pas trop. Mais ça, c'est juste... Comment je peux dire? Ça, c'est parce que les gens boivent tellement, c'est tellement ancré dans notre société que de dire la vérité, ça paraît absurde. Fait qu'on est comme, s'il te plaît, tu sais, chauffe pas sous, puis bois juste 4 verres par jour. C'est, de point de vue purement scientifique, chimie, biologique, moléculaire, 3 consommations par semaine, qui sont augmentées risques de tout ce qu'on connaît. C'est toxique, l'alcool, juste dire. T'es pas une mauvaise personne si t'en bois-en autant que tu veux. T'es pas une mauvaise personne, c'est dangereux pour ta santé. Ces deux choses-là peuvent être vraies en même temps. 25 grammes de sucre ajouté par jour. Là, ça, c'est fait que du sucre blanc, là, du sucre que tu ajoutes. 25 grammes, c'est 4 grammes par cuillère. Fait que tu fais le calcul. Là, ça vous donne-tu 5-6 cuillères par jour? Ça, c'est dur dans les produits emballés parce qu'ils vont mettre dans le sucre, ils vont rentrer aussi le sucre de s'il y a un fruit dedans ou s'il y a un légume, parce qu'il y a très peu, mais il y a du sucre dans les légumes aussi. Fait que c'est dur à faire avec les produits emballés, mais ça, c'est juste pour te dire un ordre de grandeur, qui est 25 grammes de sucre par jour. Souvent, une canne de Coke, là, je pense que c'est 30. C'est juste pour te donner un ordre de grandeur. Là. Fait que c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins que tu penses que c'est ça. C'est pas beaucoup. À l'intérieur de nos habitudes culturelles actuelles. Fait que, ça c'est pour l'alimentation. Et le mouvement, ça c'est le strict minimum. OK, on va passer du rouge au bleu pour minimiser nos risques de toute maladie connue. Minimum de 7 à 10 000 pas par jour. J'ai mis 7, c'est vraiment le plancher. C'est le strict minimum de point de vue scientifique. Puis c'est pas qu'il y a quelque chose de magique avec chaque pas que tu fais. C'est que le nombre de pas que tu fais, c'est une mesure indirecte de combien de temps tu as passé à marcher, qui est une mesure indirecte d'à quel point tu es actif dans ta journée. OK? Fait que 7 à 10 000 pas par jour. Parce que, pourquoi 7 à 10 000? Pourquoi il y aurait une variance? C'est que dans le fond, moins tu es grand, plus tu fais de pas rapidement. N'est-ce pas? Fait que c'est pour ça qu'il y a comme la variance. C'est que plus tu es grand, plus il faut que tu fasses pas, parce que plus il faut que tu marches longtemps pour arriver à la même quantité au même temps. OK? Minimum 2-3 entraînements de 25 à 35 minutes par semaine. La recommandation canadienne, c'est 150, puis pas mal international, c'est 150 minutes par semaine, 2h30, d'activité physique modérée. C'est-à-dire que ta fréquence cardiaque est augmentée à ce qu'on appelle au minimum zone 2. Fait que si tu as un bidule comme une Garmin, une Fitbit, une Apple Watch, OK, il y en a beaucoup des comme ça. Des Fitbit, il y en a d'autres, mais ils sont pas particulièrement dispendieux. Ça vaut la peine si tu veux juste, tu hey, je suis où moi là-dedans? Je suis vraiment dans le champ ou si c'est pas pire. Ça vaut la peine, juste d'avoir une idée. Excusez. Zone 2, en gros, il y a 5 zones. On va parler plus là, dans les prochaines slides. Il y a 5 zones de fréquence cardiaque. Fait que 1, c'est rien. 1, c'est juste tu dors. Puis 5, c'est ton cœur va te sortir de la poitrine. Fait que zone 2, c'est juste un peu essoufflé. Là. C'est-à-dire c'est un pace que tu peux. C'est une intensité que tu peux maintenir que tu serais physiquement capable de maintenir pendant des heures de temps. Ça, on veut ça 2h30 par semaine. Fait que, si tu t'occupes de ton sommeil, comme j'ai énuméré il y a quelques slides,
tu rencontres les cibles alimentaires que je viens de dire, puis tu fais les réductions et les augmentations nécessaires pour le faire, et que tu atteins ça, ce minimum-là, où tu fais augmenter ta fréquence cardiaque à raison de 2-3 fois 25 à 35 minutes par semaine. Puis ça, c'est le temps de ton entraînement, là. Où tu es actif pendant ce temps-là, pour que ça compte dans les 150 minutes, n'est-ce pas? Puis tu fais tes 7 à 10 000 pas par jour. Tu minimises tes risques. Puis que tu fumes pas. Là, je l'ai pas dit parce que ça me paraissait évident, mais puis que tu fumes pas. Tu minimises tes risques d'attraper. Tu minimises beaucoup tes risques d'attraper. Essentiellement, toutes les maladies qu'on connaît. Et de mieux les gérer si tu venais à les attraper. Ou quand tu vas les attraper, tu sais, si tu te rends à 95 ans, puis tu as le luxe d'attraper une maladie de vieillesse, essentiellement. OK? Ça, c'est le minimum. Tu rencontres ces cibles-là. Une fois que tu as rencontré ces cibles-là, on peut passer à la phase 2 et passer du bleu au vert dans le graphique. Fait que dans le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire bénéficier de la médecine telle qu'on la connaît et bénéficier de toutes les mesures préventives qu'on est capable de mettre en place pour vraiment être full prévention et full traitement si et quand on aura besoin de se rendre là. On en parle dans la prochaine vidéo.